Il y a moins d'un siècle, ce petit village de l'Aude n'était pas connu du grand public. Avec son affaire du curé au trésor, il est à présent visité chaque année par plus de 100 000 touristes venant du monde entier. Malgré les recherches de plus d'une centaine de chercheurs, le mystère reste entier. Et si c'était Rennes-le-Château, le trésor? Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rendu dans le petit village de l'Aude, Rennes-le-Château, ou plus précisément son domaine, le domaine de feu l'abbé Béranger Saunière. Aujourd'hui, j'ai comme d'habitude, vous le savez, un spécialiste de la question, Jean-Patrick Pourtal, qui vient donc nous parler de sa passion pour Rennes-le-Château, et plus précisément pour ce fameux abbé Saunière qui a, mon Dieu, soulever bien des lièvres, on pourrait dire ça comme ça. Bonjour Jean-Patrick, comment allez-vous? Ou comment vas-tu? On peut se tutoyer. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Bonjour Alexis, bah écoute, ça va plutôt bien, hein, tu vois, on est entouré de soleil et c'est vrai que c'est pas désagréable de participer à un moment avec toi qui est si loin, puisque moi je suis dans le sud-ouest de la France et toi en Belgique, et j'avoue que c'est un peu la magie de la technologie. Voilà, et je suis pour l'instant virtuellement, en tout cas à Rennes-le-Château, avec ce magnifique coucher ou lever de soleil, je dirais plutôt que coucher de soleil, j'ai l'impression. Enfin, voilà. La photo est d'ailleurs une de tes passions. On y reviendra bien sûr en fin d'émission. Alors quand même, pour te présenter, Jean-Patrick, rapidement, tu es donc auteur, écrivain, donc tu as quelques livres à ton actif, hein, donc dans les pas de Béranger Saunière, bien entendu, Le secret de Janus, et découvrir Rennes-le-Château et ses mystères en photo, qui, on peut le dire, est un recueil, une ode à Rennes-le-Château, avec des belles photos, que tu as d'ailleurs réalisées justement, puisque tu es aussi passionné de photos, comme je le disais il y a quelques secondes. Et donc tout récemment, tu as sorti avec David Gallet, qui est lui auteur et réalisateur donc de documentaires, vous avez sorti donc Lieu secret de Rennes-le-Château, donc qui est un ouvrage plutôt atypique dans le monde, on va dire, littéraire et surtout sur Rennes-le-Château. Est-ce que tu peux vite nous en jeter un mot, mais on y reviendra en fin d'émission, bien entendu. Oui, alors c'est vrai que ce livre est un peu atypique parce que d'abord, c'est pas un livre de thèse ou d'études. L'idée, c'est d'emmener celui qui va prendre ce livre dans des lieux où il ne pourra jamais aller. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, c'est peut-être des lieux qui sont dangereux, hein, d'accès relativement dangereux, ou bien ce sont des accès, on va dire, qui ont une forme de confidentialité, dans le sens que pour protéger le patrimoine, on ne peut pas y emmener du public. Ou bien encore parce que ce sont des lieux qui se trouvent dans des propriétés de particuliers. Et évidemment, les particuliers dans la région de Le Château n'ouvrent pas leurs portes à tous, hein. Donc, nous avons eu cette chance parce que ce livre est atypique dans le concept, c'est-à-dire que c'est un livre qui nous était commandé par la mairie de Rennes-le-Château. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est préfacé par le maire de Rennes-le-Château, Alexandre Pinco. Et donc, nous avons fait ce livre pour la mairie de Rennes-le-Château. Il est atypique sur plusieurs sujets. D'une part, de par sa présentation, c'est un livre évidemment qui contient du texte, il contient des photographies, mais il contient aussi des vidéos. Alors, chaque fois que je dis ça, on me regarde avec des grands yeux, on me dit, mais comment un livre peut contenir des vidéos? Ben, grâce à la magie de l'informatique, puisque nous avons des QR codes qui sont placés en fin de chapitre, et il suffit de flasher ces QR codes, et là, on tombe sur les vidéos réalisées par mon compère David Gallet. Et là, après, les gens peuvent découvrir aussi bien les lieux en vidéo, mais aussi des interviews de personnages qui ne sont pas forcément euh, présents fréquemment. Donc c'est un livre particulier et en plus, comme c'est la mairie qui nous l'a commandé, ce livre est uniquement disponible dans la boutique qui est pilotée par l'Office de tourisme de la mairie de Rennes-le-Château. Et donc il n'y a que là que l'on peut l'avoir et je te communiquerai la façon de le commander par Internet si on le souhaite. Donc voilà, c'est un livre particulier, un peu atypique. Avec David, nous sommes bien amusés à le faire. C'est très sympa et nous avons pu aller sur des lieux qui sont étranges. Nous sommes descendus dans des vrais souterrains à Rennes-le-Château qui existent et qui sont, certains connaissent par ouï dire, mais nous y sommes allés et nous avons pu filmer et photographier.
Rien de mieux que le terrain, comme on dit toujours, hein, parce que c'est bien beau de chercher sur Internet des documents et des informations. C'est déjà pas mal pour des gens qui, comme moi, n'ont pas encore l'occasion d'aller sur place, mais ou qui seraient peut-être un peu claustrophobes à l'idée d'aller dans une grotte. Mais en tout cas, c'est vrai que sur le terrain, voilà, rien de tel que la recherche sur le terrain. De toute façon, dans tous les domaines, on le sait très bien. Et donc effectivement, donc ce sont des vidéos en plus dédiés pour le livre, hein, donc qui ne sont pas trouvables ailleurs, qui sont donc, on va dire, voilà, original Exclusive. et donc exclusif, merci pour le terme. Et c'est vraiment ça. Donc, en tout cas, un lire à lire et à écouter et à voir surtout. Et ça donnera, je suppose, l'envie, eh bien, pourquoi pas, d'aller visiter les lieux en 3D, en vrai, en non-réalité virtuelle. Et quoi de mieux, parce que c'est un au-delà même de tout le mystère que Rennes-le-Château engrange depuis peut dire maintenant presque un siècle, euh, c'est aussi de découvrir l'endroit qui est magique, qui est justement, on le disait en off, hein, c'est un lieu qui est énergétiquement, en tout cas, attire, on a envie d'y aller, on ne sait pas pourquoi, et voilà, il y a vraiment toutes des belles énergies, alors bon, peut-être pas que des bonnes, mais ça c'est encore à voir. Ce lieu est terribilis, nous disait Béranger, en tout cas écrit Béranger sur son église. Alors, c'est ce que je me disais, Rennes-le-Château, on sait quand on y rentre, on ne sait pas quand on y sort. Est-ce que, alors toi, tu es spécialisé, alors c'est vrai qu'il y a, pour quand même te présenter, tu es spécialisé dans justement dans l'affaire de Rennes-le-Château et précisément aussi tout ce qui entoure l'abbé Béranger Saunière. On le sait, il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent dans tel ou tel domaine tout en restant sur Rennes-le-Château ou en quittant justement, en allant vers Bugarache, Opoules, etc. C'est ça qui fait aussi la diversité et c'est aussi ça qui enrichit justement cette affaire finalement qui est, je crois, avec de multiples racines, de multiples embranchements, c'est un vrai puzzle énorme. Et donc toi, tu t'es quand même focalisé sur une facette bah, de Rennes-le-Château, de là où on va dire où tout est parti. Alors comment est-ce que toi, à quel moment tu t'es intéressé, Jean-Patrick, à cette affaire? Comment est-ce qu'on y rentre? Comment est-ce qu'on y rentre, même si tu n'en es pas encore sorti? Alors, je dirais que c'est un cheminement. Hein. Je pense pas qu'on débarque à Rennes-le-Château comme ça. Enfin, j'en sais rien, sûrement on a dû y arriver. Alors, beaucoup y sont arrivés à partir de 1992 parce qu'il y avait eu la fameuse émission Mystère sur la chaîne TF1 de française. C'était une émission présentée par Alexandre Balou qui avait une certaine aura. Et un jour, ils ont fait un magnifique reportage sur Rennes-le-Château. Et je pense que ça marquait les gens. Et tout à l'heure, en off, nous citions une personne que nous connaissons, moi qui est un ami, c'est Christian Doumergue. Et je sais que Christian Doumergue est venu à Rennes-le-Château par le biais de cette émission, et j'en ai connu bien d'autres. En ce qui me concerne, moi j'y suis arrivé par le biais d'un cheminement de recherche historique, en passant par l'ordre du Temple, les alchimistes, les bâtisseurs de cathédrales, des ordres initiatiques et autres. Et un jour, bah, évidemment, je suis comme tout le monde, je suis tombé sur un livre qui s'appelait d'abord, le premier, c'était Les Templiers sont parmi nous de Gérard de Sède. Puis après, j'ai lu différents ouvrages de Gérard de Sède. Mais celui qui m'a vraiment peut-être orienté sur le château, c'était les lignes sacrées, quoi. Et c'est vrai que les lignes sacrées, les trois Anglais, je me suis interrogé parce que c'est un livre qui est intéressant, mais qui part aussi dans tous les sens. Finalement, on part de Rennes-le-Château, mais on se retrouve à parler de De Gaulle, on parle d'Alain Poher, on parle de tout, quoi. Donc, c'est un livre qui m'a intrigué. Et du coup, je me suis intéressé à l'affaire de Rennes-le-Château, et voilà, en gros, globalement, comment je suis arrivé sur l'affaire de Rennes-le-Château. Alors effectivement, merci beaucoup pour la précision. Euh, Donc, tu connais, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le croiser, Henri Bution, qui était donc l'ancien propriétaire aussi du domaine de Rennes-le-Château. Il disait d'ailleurs dans une vidéo de Jimmy Guilleux, hein, voilà, que j'aime beaucoup, voilà, pour multiples raisons. Henri Bution déclarait dans son reportage à Jimmy Guilleux que le domaine de Rennes-le-Château n'était qu'un rocher à la base. Donc, il aurait amené apparemment 6000 mètres cubes de terre tout ça avec des chariots et des bœufs, sur 5 kilomètres à peu près, qui aurait représenté 8000 kilomètres, 8000, pardon, voyages aller-retour. C'est, c'est juste dément. Je veux dire, Jacques, quand même, l'abbé Béranger Saunière, j'en suis ému.
l'abbé Béranger Saunière, c'est quand même un curé de campagne à la base, qui est arrivé donc sur ce lieu. Est-ce qu'on pourrait peut-être présenter brièvement un petit peu les débuts de Béranger Saunière, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a assez, de toute façon assez de documents auxquels les auditeurs peuvent se référer. Alors, Béranger Saunière, il arrive le 1er juin 1885 à Rennes-le-Château. C'est là où il va prendre ce qu'on appelle la cure. Euh, alors, le château, en effet, c'est une montagne, hein, c'est un piton, si je puis dire, aplati sur le haut. Il y a rien. Je veux dire, c'est un village qui est très pauvre à son arrivée. Mais il faut savoir que Béranger Saunière connaît parfaitement bien Rennes-le-Château. Et pour la bonne raison qu'il est né dans le village qui est au pied de Rennes-le-Château, qui s'appelle Montazel. Donc, depuis tout petit, il connaît la région. Il allait jouer sûrement dans les landes autour, et il connaît toutes les légendes sur les trésors qui traînent dans la région et notamment ceux qui pourraient traîner autour de Rennes-le-Château. Donc c'est un enfant du pays, hein, c'est important de bien voir ça. En revanche, c'est là où c'est important de bien le comprendre et le noter, c'est que Béranger Gestionnaire est un curé, mais un vrai prêtre. C'est-à-dire c'est un prêtre qui, s'il vivait maintenant, on le classerait dans les intégristes, les extrémistes religieux chrétiens, pardon, catholiques précisons. Eh bien, parce que pour lui, il n'y avait que deux choses qui comptaient dans son esprit, c'était Dieu, enfin, donc l'Église, et le roi. Point. Donc ça, c'est important de bien le retenir. Et justement, il est envoyé, je pense, dans ce village, parce qu'il a cette puissance en lui de vouloir lutter, entre guillemets, contre la République. Parce qu'en France, à cette époque-là, il y a cette République qui se met en place, qui a besoin de puissance, et son grand ennemi à cette République, eh ben, c'est l'Église catholique. Et évidemment, tout ce qui va être autour, et notamment la noblesse qui reste, et ce genre de choses. Donc pour la République, il y a vraiment cet ennemi. Et pour Saunière, évidemment, son ennemi, c'est la République. Et dans la région de Rennes-le-Château, on est dans une région à l'époque, c'est le sud de la France, c'est l'Occitanie. On est dans un pays radical socialiste. Et quand je dis radical socialiste, alors il y a quand même des gens extrêmement célèbres qui sont issus de cette région. Si on parle de Jean Jaurès, par exemple, celui qui va fonder le journal L'Humanité. Donc on voit qu'on n'est pas du tout à droite, on est vraiment à gauche et à la limite de l'extrême gauche dans certaines régions. Et on est sur des gens qui, comme le dit un chanteur français qui dit on bouffe du curé. C'est vrai qu'il y a vraiment des échanges physiques avec les représentants du clergé. Et il y a eu, on sait, à travers l'histoire, on sait qu'il y a eu des morts à cette époque-là. Et donc Saunière, est un garçon qui il est grand, il est massif. Hein, il ferait pas loin d'1,88 m, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est une armoire à glace, comme on dit. Hein. C'est un enfant du pays. Hein. Et c'est un bel homme. Les femmes disent toujours Dieu qui était beau. Hein, elles ont souvenir de cet homme fort, costaud, enfant du pays, mais il est là pour défendre l'Église et non pas la République. Et quand il arrive à Rennes-le-Château, il est nommé, je pense, pour ça, c'est pour vraiment contrecarrer une forme d'une République à Rennes-le-Château qui est prégnante, à tel point que l'Église de Rennes-le-Château est quasiment abandonnée. Le presbytère est inhabitable parce que la mairie n'en a rien à faire. Elle se consacre à ses devoirs de citoyen vers les autres citoyens. Ben, tout ce qui touche au religieux, elle s'en fiche royalement. Et évidemment, on envoie dans ce village un curé intégriste. Tu peux imaginer que tout d'un coup, certains ont voulu mélanger l'huile et le vinaigre. Ça n'a pas bien marché. Oui, c'est ça. Il voulait vraiment le retour d'un roi, hein, donc de la royauté. Je leur donne, hein, cela dit, on a des rois ici en stock si, s'il faut. Je sais pas si c'est forcément mieux actuellement. On n'est plus sur du roi Arthur, là, tu vois, on est dans du roi plutôt moderne. C'est plus le même stock, en fait. Enfin, voilà. Ce roi-là, peut-être éventuellement, j'aurais pas dit non, mais voilà. Mais non, blague à part, c'est vrai qu'il est, en plus, il est bélier, je crois, hein, de signe. Moi, je m'intéresse un peu à l'astrologie. C'est quelqu'un, les béliers, peut-être que les auditeurs se reconnaîtront pour ceux qui le sont ou ceux qui en connaissent. Ce sont des gens qui, quand ils veulent quelque chose, ils le veulent, ils l'obtiennent. Ce sont les béliers, hein, je parle bien sûr, le signe du bélier en général, ce sont des personnes qui obtiennent ce qu'ils veulent, et ça, il n'y a pas de problème, sans concession. Et donc, on l'a bien vu, lui, il a retourné, on va dire pas terre et mer, mais terre tout court, pour vraiment, voilà, établir son domaine. Alors, effectivement, il y a toujours ce même problème de
dits trésors, ou en tout cas de cet or qu'il a d'abord trouvé au tout début dans une pierre, en fait, hein, dans cette petite église qui était cachée. Euh, Quelques écus d'or, je crois, quand même plus cassé que pour déjà démarrer des travaux. Alors, moi, on se pose toujours la question, mais finalement, allons, le but en blanc, euh, a-t-il été guidé, en fait, a-t-il été guidé jusque-là, ou alors est-ce que c'est encore une fois la fameuse théorie du hasard qui fait qu'il a débarqué dans un endroit et tel quelqu'un qui a eu juste un peu de chance est tombé sur, on va dire, un début de trésor, en tout cas un début de... Non, on n'a pas d'informations. Mais ce qu'il faut, c'est regarder l'histoire, ce qui va se produire à ce moment-là. Comment tout ça a pu arriver? Alors, parler de sa positionnement. Il va à peine arriver, hein, je te rappelle, il arrive en juin 85, et en octobre-novembre 85, il y a les élections législatives. Et justement, on en revient à la politique. Le parti légitimiste, donc je dirais le parti royaliste, on va dire, a une potentielle capacité de reprendre le pouvoir en France. Et donc, il y a ces élections qui sont très importantes. Eh bien, Sonnière, qu'est-ce qu'il va faire dans son petit village, Rennes-le-Château? Il va, au cours d'une messe, il va faire un prêche où il va demander aux femmes présentes, parce qu'il n'y a quasiment pas d'hommes, aux femmes présentes, elles sont pas nombreuses, mais il y en a quelques-unes, eh ben d'inciter leur mari à voter pour le parti légitimiste. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le maire qui apprend ça, il se met dans une colère noire, il écrit au préfet, et le préfet, qui à l'époque s'occupe du religieux, eh bien, va suspendre Sonnière et va dire on n'en veut plus ici. Du coup, Sonnière se retrouve sans salaire. Son évêque, sensible à ce qui s'est passé, alors le prend à Narbonne, l'emmène au séminaire où il donne des cours. Bon an, mal an, tout ce petit monde royaliste apprend qu'à ce jeune curé de l'Aude, a pris position pour eux. Du coup, le parti royaliste représenté par la famille de Chambord, eh bien, est sensible à ça et va donc faire un don à Béranger Sonnière assez considérable, puisqu'on parle d'un don de 1000 ou 3000 francs or, on ne sait pas trop. 1000 francs or, déjà, c'est considérable. Un curé en fin de carrière à l'époque gagnait 750 francs or par an. Par an. Et donc, notre curé, après quelques échanges et différentes aventures sur Narbonne, va être réintégré à Rennes-le-Château et il revient. Et il se retrouve dans son église qui est pourrie, il faut dire le mot. Le toit est crevé, ça pleut. Donc, on lui demande quand même de la mettre douce avec la mairie de Rennes-le-Château. Donc, il va faire en sorte de faire que le maire soit satisfait de ce qui se passe. Donc, comme il a eu cet argent, il va prêter cet argent à la mairie de Rennes-le-Château pour que le maire puisse faire refaire les travaux de la toiture. Ce qu'il va faire. Donc, la toiture est réparée, il peut dire la messe sans prendre une douche à chaque fois, et il va être tout content ben, avec ce qu'il a. Donc, il dit, je vais essayer de refaire un peu mon église. Et entre-temps, une autre personne de Narbonne, enfin de la région de Narbonne, qui habite Coursan, décide d'offrir à Béranger-Saunière un hôtel moderne. L'hôtel de l'église, l'église, hein, c'est de l'an 800, 900 à peu près. Hein, il faut voir que c'est une vieille bâtisse, très très vieille bâtisse. Il y a à la place de l'autel, au niveau du chœur, il y a cette grande pierre supportée par deux piliers magnifiques, enfin au moins un qui est magnifique. Le fond est fermé par une sorte de mur qui permet de faire cette petite sacristie qui est derrière, mais c'est vieux. Eh bien, cette dame offre cet hôtel ultra moderne, celui qu'on voit maintenant d'ailleurs à Rennes-Château, mais pour l'époque c'était ultra moderne et Sonnière est très satisfait de ça. Donc, elle lui fait livrer cet hôtel et c'est là où Sonnière va faire ses premiers travaux. Il va donc casser le maître-hôtel pour retrouver. Alors, il y a deux options. Ou bien il trouve quelque chose dans le fameux pilier que l'on dit pilier creux. Certains disent c'est là où il aurait trouvé, et ça c'est Gérard de Sède dans son livre L'Or de Rennes, où il dit il trouve dans le pilier creux des documents disant qu'il y a des tas de choses, un trésor et autres. Moi, ce que je pense que Sonnière a dû trouver, et ça je le soutiens assez mordicus, c'est que ce sont sûrement les documents de dédicace de l'Église, c'est-à-dire quand elle a été baptisée, si je puis dire, que l'évêque est venu, eh bien, il y a eu un document officiel qui a été signé. Donc c'est un document qui doit être assez ancien, il faut compter l'an 800 à peu près. Disons, cette église est dédiée à tel saint, peut-être des bouts de reliques, et on mettait tout ça sous l'autel. C'est la première chose. Et par la suite, il va devoir refaire le sol pour pouvoir faire que son nouvel hôtel soit bien stable. Et c'est là où il va gratter le sol, il va surtout découvrir, enfin, voir qu'il y a une dalle qui est différente des autres. Il va la soulever. C'est la fameuse dalle des chevaliers que l'on voit maintenant, j'irai au musée, qui est un vrai trésor archéologique, hein, quand même. Hein, faut bien le noter. Hein. Et il s'aperçoit que sous cette dalle, bah, la terre est battue, c'est pas du caillou. Et c'est là où il va creuser. Et comme tu disais, il va trouver ce qu'on appelle une houle, où dedans, là, il va trouver des objets brillants, comme disaient les témoins. Et il ose dire à ses témoins, non mais vous inquiétez pas, ça c'est des médailles de Lourdes, ça vaut rien.
Et il les fait partir. Et il s'enferme pendant 10 jours. Il s'enferme pendant 10 jours dans l'église. Et c'est là que le mystère commence, qu'après, on ne sait plus. On ne sait plus. Et donc, ta question, a-t-il été piloté? A-t-il été envoyé là? Eh bien, je vais te dire, mon intime conviction, c'est non. Il a été, euh, il a été nommé à Rennes-le-Château parce que c'était un enfant du pays, donc qui par définition saurait parler aux gens du pays, que l'Église l'envoyait parce qu'il était intégriste et donc ils étaient sûrs qu'ils avaient un bon petit soldat qui allait défendre l'Église catholique, et qu'il avait suffisamment de puissance, pour pas dire un autre gros mot, pour s'affronter à la République qui était représentée par la mairie et les autres. Et le reste, après, c'est. Alors, tu parlais hasard ou pas hasard, je pense que c'est purement du hasard. En revanche, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a deux autres curés dans la région. Il y en a un qui s'appelle Henri Boudet et l'autre qui s'appelle Antoine Gélis. Et on sait que eux sont là depuis de très, très, très nombreuses années et ils cherchent. La preuve, Boudet va écrire un livre complètement hallucinant, La vraie langue celtique, le cromlech de Rennes-les-Bains, qui est complètement délirant. Je crois que j'ai jamais pu le lire en entier, très honnêtement. Je ne devrais pas dire ça. Il y a encore des aficionados de Rennes le Château qui vont me dire bah, si tu l'as pas lu, c'est pas bien. Bah tant pis, je l'ai pas lu en entier parce que j'avais plus assez d'aspirine pour le lire au bout. Je sais pas, voilà, il faut. Alors, il y a quelques passages assez intéressants où vraiment on sent qu'il y a quelque chose, mais autrement, il y a quand même des trucs. Le pitch du livre, hein, c'est tout simple, hein. Toutes les langues du monde, toutes les langues, depuis l'origine, sont issues de l'anglais moderne. Faut quand même le faire, quoi. Faut oser, hein. Faut y aller avec les jumeaux qui vont. Enfin, bref, ces deux curés, eux, sont là depuis très longtemps et ils cherchent. Et je pense que Saunière, qui est jeune, hein, il a 33 ans hein, quand il débarque. Hein. Les deux autres sont beaucoup plus âgés. Il y en a un qui a une cinquantaine d'années, un autre qui arrive à pas loin de 70 ans quand même. Hein. Donc on est sur des prêtres très. Il y a un décalage d'âge qui est énorme entre lui et ces deux prêtres. Il va trouver quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne va pas bien comprendre, peut-être les documents, je ne sais pas. Et c'est là où il va aller voir ses deux confrères. Alors là, attention, je suis dans l'hypothèse, hein, on n'a aucune trace de ce que je dis, hein, on se fait bien clair. Hein. Il va donc probablement les voir, leur dire voilà, écoutez, j'ai trouvé ça, je comprends pas. Et là, je pense que les deux autres vont se prendre ça dans la figure parce qu'ils cherchent quelque chose, ils savent que c'est dans la région de Rennes-le-Château, et ils se disent tiens, Sonia a mis la main dessus. Et là, je pense que pendant un certain temps, ces deux prêtres vont manipuler Sonia jusqu'à un moment donné. Parce que eux sont mandatés depuis très longtemps pour trouver quelque chose. Eux, les deux. Sonière, non. Sonière, non, lui, c'est. Je pense que même pour ces deux prêtres-là, ils voient Sonière, excuse-moi l'expression, comme un gros bourrin, quoi. C'est un gars qui a une, qui n'hésite pas peut-être à y aller à coups de poing quand il faut. Et on a des écrits où on sait qu'il s'est physiquement confronté à d'autres. Ils disent pour lui, c'est à voir. Les deux autres sont très secrets, sont très discrets. Donc ils disent ce type-là, on ne peut pas y faire confiance. Il fait trop de bruit. Et je pense qu'au bout d'un moment, Sonia s'apercevra qu'il se fait manipuler. Et c'est là où les choses ont vraiment, vraiment beaucoup changé. Il va vouloir reprendre justement les, si j'ose dire l'expression, les rênes en main. Très Bon, drôle. elle Très était drôle. facile, elle était facile. Mais tant qu'à faire, c'est une affaire quand même relativement sérieuse qui fait encore couler beaucoup d'encre. Alors, oh, j'espère pas beaucoup de sang parce que c'est vrai que c'est une affaire quand même, disons-le, aussi dangereuse. Hein. Je veux dire, ne commencez pas à faire des recherches comme ça si vous ne connaissez pas un petit peu non seulement l'histoire, mais aussi quand même tout ce que Rennes le Château a pu aussi, disons, euh, faire au niveau, disons, je dirais au niveau des gars dans certaines vies. Je pense que Rennes le Château, c'est quand on dit l'or du diable allez, de feu, je n'ai plus son nom, malheureusement. Je m'excuse. Michel Thibault. Merci beaucoup, merci beaucoup. Michel Thibault qui voilà a fait ce bouquin et qui je pense que c'est vraiment ça. L'or du diable, faut vraiment ne pas s'y frotter si on n'a pas les nerfs solides, surtout parce que c'est tellement complexe. Alors ça peut être très simple pour certains. Ça doit être simple, ça doit être gai. Je pense que ça doit être aussi un jeu d'enfant. Je pense qu'il faut s'amuser en faisant ces recherches.
au fur et à mesure qu'on découvre l'abbé Béranger Saunière et Rennes le Château depuis toutes ces années, enfin, en tout cas pour les personnes qui lisent tous les bouquins, qui regardent tous les documentaires possibles et imaginables, parce qu'il y en a une foultitude, hein, c'est déjà comme Nostradamus, je crois qu'il y a des centaines de bouquins sur la question. Alors, certains disent tout et n'importe quoi, certains sont plus sérieux ou plus alignés, etc. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est un terrain relativement large. Je crois qu'il faut aller large et puis après, au fur et à mesure, disons, trier Mon grain de le livret. bon grain de livret, merci. Euh, mais est-ce que, à un moment donné, on n'en a pas fait le tour? Est-ce que toi, qui justement fais ça depuis des années, des années, des années, est-ce que tu n'en as pas fait le tour de cette histoire de Béranger Saunière? Est-ce qu'au final, n'est-ce pas non plus, Rennes le Château, l'arbre qui cache la forêt? J'aurais envie de dire, est-ce que tu, est-ce que le fait qu'il y a d'autres chercheurs qui vont sur d'autres sentiers, est-ce que Rennes le Château finalement n'est pas une distraction pour tout chercheur quelque part? Même s'il y a énormément de symbolique, hein, même s'il y a énormément d'indices. Est-ce qu'on n'en a pas fait le tour? Est-ce que toi, il ne t'est pas venu à l'idée de dire tout d'un coup, ben, bon, j'ai tout cherché, j'ai tout trouvé, je vais aller voir ailleurs. Alors, ouais, j'entends ce que tu veux dire, Aussi hein, tout à simplement fait. dit, hein, aussi simplement dit. Euh, et est-ce que j'ai fait le tour de Rennes le Château? Alors, est-ce que Rennes le Château est un arbre qui cache une forêt? J'aurais tendance à dire oui. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a besoin d'aller ailleurs pour comprendre Rennes le Château? Je dirais non, et je rajouterais non, surtout pas. Ah, d'accord, ok. Euh, Rennes le Château est un lieu où il s'est passé quelque chose, même avant Béranger Saunière. Ça, c'est sûr. Euh, mais est-ce la finalité? J'aurais tendance à dire non. Et que Rennes le Château, un peu comme c'est géographie, est un peu le pic de l'iceberg, qui se voit et on ne voit pas vraiment ce qu'il y a en dessous. Alors certains sont partis très loin dans l'Aude, d'autres ont même été trouver un trésor à 10 kilomètres de là, aux pêches d'Ancouty à une époque. Euh, la question, moi j'aime bien, il faut toujours se remettre dans le contexte, hein. Imaginons que Saunière ait trouvé le trésor de Rennes-le-Château, mais à 10 kilomètres de Rennes-le-Château. Avait-il une voiture pour tout ramener? La colline était-elle facilement praticable, même avec les animaux à l'époque? Eh bien, tu as raison, non, c'était très difficile. Donc, ce qui s'est passé à Rennes-le-Château est bien à Rennes-le-Château. En revanche, ce qu'il y a eu à Rennes-le-Château impacte un ensemble sociétal et civilisationnel. C'est dur à dire, ça. Euh, et d'ailleurs, on le voit par différentes recherches qui sont faites autour de Rennes-le-Château, que certains ont aperçu, mais que n'ont pas mené. En revanche, que maintenant je mène. Tu me demandais si j'ai fait le tour de Rennes-le-Château. Alors, je te dirais oui et non, dans le sens que, en ce qui me concerne, hein, attention, qu'on soit bien clair, hein, j'ai compris ce qui s'est passé à Rennes-le-Château. Je crois avoir compris ce que Sonnière aurait pu découvrir. Et j'ai surtout compris la conséquence de ce qu'il aurait découvert. Et c'est aussi pour ça que j'ai mieux compris ces trois travaux principaux, que sont les jardins de l'église, que sont la restauration de l'église, et son domaine de l'église, et son domaine privé qu'il a fait. Chacun de ces trois éléments qu'il a fait ont un sens très précis et une volonté de communication d'un secret. Parce que le propre de l'être humain, c'est lorsqu'il a un secret, surtout quand il est très lourd, c'est qu'il ne peut pas le garder. D'une manière ou d'une autre, il va le communiquer d'une manière ou d'une autre. Alors, il va le communiquer soit parce que il va l'écrire, le dire, confier à quelqu'un. Si on se rappelle de l'histoire d'Edmond Dantès, hein, avec celui qui est enfermé à côté de lui, qui lui parle d'un secret, parce qu'il sait qu'il va mourir, donc il faut que quelqu'un puisse continuer ce qu'il a fait. Eh bien, c'est un peu le même principe. Et Sonnière, lui, il va le faire à travers des éléments symboliques pour que ceux qui peuvent le comprendre puissent ou trouver ou continuer sa quête. Les jardins de l'église, je résume, il explique ce qu'il y a sous l'église. Il dit voilà ce qu'il y a sous l'église.
dans l'église, il dit voilà ce que j'ai compris, ce que j'ai vu et ce que j'ai découvert sur un secret. Je parlais d'un secret. Et quand on rentre dans l'église, il le dit bien et il insiste lourdement. Il prévient les ordres initiatiques qu'il connaît à son époque, qu'il y a quelque chose d'initiatique dans son église. Il ne dit pas qu'il appartient à un ordre initiatique. Il prévient ces ordres initiatiques. Et on peut notamment préciser qu'il va faire un clin d'œil à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie et aux pythagoriciens. Et dès l'entrée dans l'église avec le bénitier qu'il va avoir, il informe les ésotéristes qu'il y a quelque chose de particulier, puisque pour le chrétien, tout va bien, par ce signe tu le vaincras, on voit les anges qui font le signe de croix. Le diable qui était en dessous, on a tout compris, c'est grâce à ce signe de croix qu'on va dominer le démon. Or, si on réfléchit sous un œil ésotérique, les anges sont la représentation de l'air, les salamandres qui sont sur le bénitier représentent le feu, le bénitier, proprement dit, représente l'eau, et le diable représente la terre. Donc on a les quatre éléments symboliques de l'ésotérisme. Donc d'entrée, celui qui est un peu initié se dit, oh là, tiens, c'est bizarre. Et après, il va voir les messages. Après, il faut étudier ce qu'il va faire dans les livres, ce qui va montrer comme éléments qui vont amener à comprendre ce qu'il a pu découvrir. Qui a pu découvrir ce qui va complètement le chambouler. Du prêtre intégriste euh, qui, est, qui ne pense qu'à l'Église va se rebeller contre son Église. Et d'ailleurs, il va se rebeller contre les deux autres prêtres parce qu'on sent qu'il va y avoir une distance qui va être mise entre les deux, avec les autres prêtres. À tel point quand un jour, Monseigneur de Beauséjour décide, pour essayer de l'attaquer, décide de le nommer à la paroisse de Coustouche, qui est une très très belle paroisse. C'est-à-dire qu'au lieu de le sanctionner, on lui offre une promotion extraordinaire. Coustouche, c'est une petite ville, c'est plus René-le-Château. Eh bien, il va écrire à son évêque, Monseigneur, si vos intérêts à vous sont à Carcassonne, les miens sont à Rennes-le-Château, et jamais je n'en bougerai. Faut quand même oser. Lui qui était pour cette église catholique extrêmement puissante. Et en effet, Sonnière va rester à Rennes-le-Château. Mais on comprend qu'il va avoir découvert quelque chose qui le bouleverse par rapport à ses travaux dans son domaine. Où dans le domaine, il va amener une symbolique dualiste qui est incontestable. Et ça devient perturbant parce qu'on n'est plus dans un catholicisme pur et dur, on reste dans la chrétienté. C'est-à-dire que pour moi, Béranger Saunière, qui était un prêtre catholique, à la fin de sa vie n'était plus un prêtre catholique, mais un prêtre qui était plus orienté, on va dire, vers une forme de dualisme, vers probablement du gnosticisme, pas du catharisme, qu'on soit bien clair, je pense qu'il n'a jamais été cathare. En revanche, il fait référence à différentes choses. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'a pu découvrir Béranger Saunière pour le casser, parce que ça l'a cassé, je pense, suffisamment pour qu'il change complètement et, entre guillemets, qu'il se retire de l'Église catholique. Pas de la chrétienté. Hein. Saunière était un vrai prêtre chrétien pour qui la parole du Christ était fondamentale et l'amour de Marie-Madeleine, est incontestable. Mais par contre, on sent qu'il se rebelle contre l'Église catholique. Est-ce que peut-être a-t-il compris quelque chose que l'Église catholique voulait absolument cacher depuis 2000 ans? Ouais, c'est ça. On en parlait souvent dans le Da Vinci Code, justement, c'est un reportage où tu as justement participé. Je suppose que tu fais un petit peu référence à ça, le fameux mariage de Jésus et de Marie-Madeleine, qui aurait eu donc forcément des descendances. Alors, est-ce que c'est encore un secret, ça? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment encore... c'est vrai que dans le contexte de l'époque, ça doit être sans doute énorme comme vérité, comme découverte. Maintenant, c'est vrai que en 2023, même lors du Da Vinci Code, hein, quand le livre est sorti dans les années 90, 90, je pense, si je dis pas des bêtises, 2000, 2000, 2003, 2000, 2003. 2003, alors j'étais pas très loin. Euh, est-ce que c'est vraiment encore un secret c'est un secret de polichinelle, je veux dire, c'est pas forcément quelque chose de fantastique. Finalement, Secret Polichinelle, tout est relatif, tu sais. Euh, L'institution catholique, portée par le Vatican et son, son, son chef d'État, hein, qui est le pape, euh, il y a plus d'un milliard de citoyens, si je puis dire. Quelque part, c'est peut-être l'État, un des États les plus grands qui soient, entre guillemets, parce que
Quand on est catholique, on n'appartient pas au Vatican, mais dans l'esprit, c'est quand même ça. Donc, c'est quand même pas anodin. Maintenant, est-ce que, comme tu le dis, est-ce que ce qui se serait passé à l'époque de Sonnière serait-il aussi grave maintenant? Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'Église catholique, à mon avis, connaît et possède sûrement des documents remontant à l'origine du christianisme. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que un jour, l'Église a décidé de faire le tri dans les documents qu'il y avait. Elle en a retenu quatre, qui sont ce qu'on appelle les évangiles canoniques, ceux qui sont décidés par la loi. Jean, Matthieu, Marc et Luc. C'est les évangiles officiels. En dehors de ça, rien n'existe. À tel point que l'Église catholique, en son temps, a nommé un évêque qui avait la charge de découvrir, prendre et détruire tout ce qui n'était pas dans les écrits officiels. C'était Irénée de Lyon. Et Irénée de Lyon a fait une chasse aux écrits apocryphes toute sa vie. Et il y est arrivé. Il a même combattu les gnostiques. Il y a des écrits d'Irénée de Lyon sur le combat contre les gnostiques. Et il va y arriver. Et ce qui fait que tous ces documents vont quasiment ou être détruits ou être extrêmement bien cachés. On pense notamment que l'église cathare, qui était une église, il ne faut pas l'oublier, l'église cathare, justement, s'appuyait peut-être sur des écrits dits apocryphes, qui présentaient un autre christianisme qui était différent, en tout cas, qui avait de sacrées différences avec les évangiles canoniques. Bon, une fois ceci dit, ça mène à quoi? Tant que ces écrits étaient cachés, l'église de Rome a vécu sans aucun souci. Tout a été bien. Alors, est-ce que Sonnière n'aurait-il pas trouvé un document ou des documents qui étaient justement cachés parce que Irénée de Lyon, à une époque, avait la charge de détruire? Imaginons que ce prêtre intégriste découvre un texte présentant une autre vie de Jésus, une autre façon d'enseigner ses paroles, et de voir qu'entre autres, il y avait une femme particulière dans son groupe, qui est connue dans les évangiles canoniques, qui s'appelle Marie-Madeleine. Et il s'aperçoit que cette Marie-Madeleine avait une place importante auprès de Jésus-Christ. On peut imaginer que ce prêtre intégriste va être extrêmement bousculé. Et à travers ces écrits qu'il va lire, il va comprendre la notion peut-être du gnosticisme, du dualisme et tout ce qu'il va y avoir, ce qui va nous laisser comme trace. Bah. Donc imaginons que ce soit ça qu'il faut. Eh bien, on peut comprendre que l'Église va faire en sorte que Sonnière ne puisse pas se servir de ça. Mais Sonnière, lui, il va leur dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais en gros, il faut rappeler que c'est quand même un gars qui a un caractère particulier. Hein. Tu le disais, c'est un bélier. Hein. Il a dû se sentir floué de se retrouver floué par l'Église qu'il vénérait tant. Et il se dit, mais mon Dieu, est-ce que tout ne serait-il pas basé sur un mensonge? Imagine pour ce prêtre, le choc. Et moi, je pense qu'il va finir par négocier avec cette Église qui va le financer plus ou moins. Alors, on pourra rentrer dans le financement, dans les idées, mais en gros, voilà, tout cet argent qu'il possède, ça vient probablement de ces notions d'échange. Ah, tu vas me dire, ils avaient qu'à l'assassiner. Je pense que Sonnière était assez malin et je ne serais pas surpris qu'il y ait encore une ou deux études notariales dans la région de Rennes-le-Château qui possèdent des documents sans même savoir ce que c'est et que ça pourrait être intéressant un jour s'ils les ouvraient, mais ils n'ont pas le droit de les ouvrir, sûrement. Donc, bon, bref, cette église va donc accuser le coup et c'est vrai que l'époque Sonnière va poser ce problème-là, mais ça reste très local, hein. Faut pas se faire d'illusions, ça reste ce qui se passe à Rennes-le-Château, reste à Rennes-le-Château, il n'y a que l'évêché qui le sait à ce moment-là. On n'en parle pas autour de Rennes-le-Château, des événements de Béranger Saunière. Et puis, il va y avoir un événement qui va commencer à inquiéter énormément l'Église, c'est la découverte en 1945 des manuscrits de la mer morte de Qumran. Là, l'Église s'inquiète parce que qu'est-ce qui est écrit dans ces documents? Et c'est là où l'Église va demander, euh, j'irai à l'école d'archéologie de Jérusalem, pilotée par les dominicains, de s'emparer des documents. Ils s'en emparent tellement qu'il fallait attendre près de 30 ans pour avoir les premières traductions de ces documents. Parce qu'ils voulaient absolument savoir ce qui était écrit dedans. Manque de chance. Bah, ça raconte la vie d'un groupe juif qui s'appelle les Esséniens. Donc c'est très judaïque tout ça. Bon, raté. Mais en parallèle, toujours en 1945, dans un village en Égypte,
et découvert d'autres documents extrêmement importants qui sont les manuscrits de Nag Hammadi. Mais là, les scientifiques de l'époque sont fait avoir à Qumran, mais ils ne seront pas avoir à Nag Hammadi. Et eux s'en emparent tout de suite. Et comme ce sont les scientifiques qui s'emparent des manuscrits de Nag Hammadi, eh bien, on a les traductions qui arrivent très très vite. Et là, ça y est, c'est parti. On nous montre un autre christianisme, on nous montre une autre façon dont Jésus semblait enseigner. Il nous montre que la position de la femme auprès de Jésus était totalement différente et que là, ça fout un grand coup à l'Église. Je vais même jusqu'à dire, mais ça c'est aussi mon opinion personnelle, je vais même jusqu'à dire que c'est probablement à cause des écrits de Nag Hammadi que Vatican II, la réforme de Vatican II va être lancée. Parce qu'il faut que l'Église se réforme. Elle va pas aller assez loin, à mon goût, mais il faut qu'elle se réforme parce que là maintenant, on a des écrits qui présentent un autre christianisme, qui en plus rentrent parfaitement dans le jeu du protestantisme et non plus dans le catholicisme. Donc ça voudrait dire que peut-être que même les protestants pourraient s'appuyer sur ces écrits pour pousser la religion. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Faut pas faire division. Dans l'énigme sacrée, je te rappelle, ce sont des Anglais qui écrivent ce livre. Ce ne sont pas des catholiques. Donc là aussi, tu vois. Donc Vatican II est une des conséquences de tout ça. Alors maintenant, est-ce que le secret de Sonière serait-il aussi important maintenant qu'à son époque? Eh bien non. Puisque si Sonière a découvert un document similaire à ce de Nag Hammadi, on connaît maintenant. À l'époque de Sonière, c'était une bombe. Parce que imagine que Sonière a dit comme ça, si vous ne me payez pas, moi je passe ça à la République. Oup, 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 oup. La République avait des éléments pour dire à tous les catholiques français, parce que l'origine serait ça, l'Église vous ment depuis 2000 ans. Mais t'imagines ce qui se serait passé. Donc on voit que l'option de force. Maintenant, non, ça n'aura plus d'importance. Alors voilà, moi ma théorie elle est là. Sonière, ce qu'il a trouvé, il a trouvé des pièces, enfin je veux dire, des éléments trésorières, ça c'est sûr. On le sait, il a offert des calices, il a donné des choses. Il y a une piste sur le trésor d'Alette qui est pas idiot du tout, qui est très intéressante, mais ça justifie pas la quantité de dépenses qu'il fait. Et puis moi j'en ai vu hein, des bijoux qu'il a offert. Il a offert des bijoux à des gens. Donc ça veut donc dire que bah, il avait pas forcément, il courait pas après l'argent. En revanche, on sait quand même qu'il a démonté des bijoux, qu'il a refondu de l'or. Ça, on le sait. Parce qu'il y a un moment où il devait avoir besoin, comme on dit, de cash. Il fallait qu'il paye en direct. Mais c'est pas le fond, son problème. Le fond, c'est philosophique, c'est presque religieux. Enfin, c'est une forme de religion. Ça, c'est mon opinion. C'est pour ça, quand je dis, est-ce que j'ai fait le tour de Rennes-le-Château? Dans une certaine manière, oui, parce que j'ai compris ce qui s'est passé. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, ce que j'aime bien, c'est tout ces mystères, et tu le sais toi-même, c'est des trucs à tiroir. T'en ouvres un, il y en a un autre, et ainsi de suite. Et du coup, si on se dit que Sonière a découvert des documents remontant au début du christianisme, donc des documents issus de la région de la Palestine, de la Galilée, de la Judée, entre la Palestine, la Galilée, la Judée et la région de Rennes-le-Château à l'époque, il y a quand même quelques kilomètres. Et la vraie question, c'est d'où viennent ces documents? Ils ont été Rennes-le-Château, oui, d'accord. Mais comment ils sont arrivés? Et ben maintenant, je travaille là-dessus. Et j'ai des pistes assez surprenantes. Magnifique, magnifique. Mais, de toute façon, tu nous tiendras au courant de tes recherches. Je présume, parce que tu as aussi, je l'ai pas dit, une chaîne YouTube. Je mettrai le lien en description. Tu vas bientôt y C'est bien revenir, je ça. pense, sur ta chaîne d'ailleurs. Oui, 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 il faudrait que je sois un peu moins feignant et un peu moins préoccupé par des choses très profanes, comme on dit. Oh ben, ou sinon, dans un ouvrage, hein, ce sera parfait. En tout cas, t'es le bienvenu sur les sentiers pour en venir en reparler quand il y aura du neuf. Et c'est vrai que de toute façon, c'est comme tu dis, une affaire à tiroir. On n'en a pas fini de découvrir. Donc, ma question était un petit peu, voilà, je connaissais la réponse. Finalement, on n'a jamais terminé. C'est ce que je disais. On sait quand on rentre, on ne sait pas quand on en sort. Comme toute passion, j'ai envie de dire, hein, c'est exactement pareil que si, mais sauf qu'ici, c'est vraiment. Je pense que quand on y rentre, je pense que comment est-ce que je vais dire ça? Le sujet ne nous appartient pas. De toute façon, c'est ça qu'il faut se dire. Le sujet ne nous appartient pas. J'insiste. C'est c'est nous qui appartenons au sujet. Tu as parfaitement raison et je pense que ce que l'on doit faire quand on travaille sur ces sujets-là, et d'autres d'ailleurs, bah, c'est transmettre.
L'idée est de transmettre. C'est pour ça que en 1998, j'ai ouvert mon site internet parce que je voulais échanger et transmettre. C'est pour ça qu'après, bah, je me suis modernisé un petit peu aussi, hein. J'ai fait des livres, voilà, pour transmettre. C'est pour ça que je fais ma chaîne YouTube pour transmettre, comme toi d'ailleurs. Parce que à quoi ça sert? Alors, on peut transmettre des bêtises, hein. Moi là-dessus, j'assume, hein. Je veux dire, j'ai pas de débat, hein. Mais à quoi ça sert de garder pour soi, pour qu'un jour on ait 3 mètres de terre sur le ventre et qu'on soit parti avec, on va dire entre guillemets, notre connaissance? Moi, je pense il faut rester curieux et il faut donner envie aux gens d'être curieux. Et que c'est important d'avancer et pas vivre en se cachant. Il faut essayer de... tout ne peut pas être dit, bien évidemment, mais en tout cas, quand on peut le dire, il faut le faire. On peut pas tout mettre sur un plateau d'argent, comme on dit, je pense. Le but étant de donner quand même un peu cette, alors oui, des informations, bien entendu, mais aussi cette magie aussi, parce qu'il faut quand même comprendre que derrière ces recherches, il y a beaucoup de sueurs de front et pas que de front qui sont coulées là, surtout depuis des années. Il faut savoir que c'est très prenant et encore une fois, c'est ce que je dis, il en va parfois de la santé. Il faut vraiment faire attention. C'est quelque chose qui est Oui, non, beaucoup de chercheurs, je crois, d'ailleurs, en ont souffert. Mais vraiment, je pense que de toute façon, c'est un sacerdoce. Je pense que on est fait pour ça ou on n'est pas fait pour ça. Je pense que tout le monde peut y rentrer. Je dirais non. Je pense qu'il faut avoir déjà une clé, le cœur, déjà le fait de vouloir découvrir quelque chose, d'aller au-delà des frontières de ce qu'on nous dit en fait depuis des siècles et oui, de c'est ça. pouvoir justement nous-mêmes découvrir. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Hein, je veux dire, finalement, dans le contexte, on pourrait dire Béranger aurait donc découvert ces textes, admettons, qu'il aurait effectivement lui asséné un coup de marteau sur la tête finalement, une révélation énorme. On n'est pas au bout de nos surprises. Hein, je veux dire, chaque jour, si on creuse un peu, on peut chercher beaucoup de choses qui vont nous taper sur la tête. J'en dirai pas plus, mais les auditeurs le savent. Je veux dire, voilà, qui cherche trouve. Ça déjà pour commencer. Et voilà. Et même si on n'est pas sur la bonne piste, le cœur est là de toute façon. Il faut le cœur, la raison. Mhm. Et puis surtout, on sera guidé. L'ange de la bibliothèque existe. Ça, j'en ai fait justement l'expérience depuis des années. Quand vous êtes amené sur votre chemin à chercher, mais surtout à trouver, parce que c'est bien d'être chercheur, mais il faut être trouveur aussi. Et voilà. Le général de Gaulle disait, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Bah voilà. Et Dieu sait si des chercheurs, il y en a un paquet en ce moment qui ne trouvent rien, mais pas dans le monde de Rennes-le-Château, hein, sur d'autres thématiques. J'en dirai pas plus. Enfin voilà, pas plus et pas plus. Hein. Je n'ai pas fait cette non. Je, c'est la valse des petites blagounettes aujourd'hui. Euh, non, c'est un sujet passionnant, vraiment. C'est vrai on en aurait pas assez d'une émission, de toute façon, pour tout décortiquer. C'est ce que je disais, il y a tellement de bouquins et tellement de documents vidéo aussi, audio, bien entendu, des émissions radio, hein, qui n'existent pas forcément. Je pense surtout de nouveau à cette fameuse émission, bah, grâce finalement un peu à laquelle je fais cette émission moi-même ici, Radio Ici Maintenant, qui était une mine une source, une Ah oui, mine oui, oui. d'informations. Ça, ce sont des émissions C'était ma trésors. jeunesse, ça. C'est ma Ah, jeunesse. ce sont des émissions trésors avec lesquelles j'ai effectivement évolué aussi. Et j'ai beaucoup écouté, et voilà. Mais donc tous ces documents-là, finalement, comme tu dis, tant qu'on peut le faire, tant que YouTube est encore debout pour nous en tout cas, parce que c'est important, hein, des émissions sur YouTube, il y en a plein, mais c'est ce que je dis à chaque fois. Il y a le fast-food de l'émission, et puis il y a des émissions comme celle-ci qui ne fonctionnent pas bien, mais qui sont quand même relativement intéressantes, puisque il y a des intervenants intéressants aussi, surtout. Euh, donc, ah oui, 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 mais c'est important. Ça devient rare. Crois-moi, Jean-Patrick, ça devient rare. Vous êtes presque des pièces de musée. Je ne dis pas ça pour l'âge, parce que l'âge n'existe pas non plus. Euh, Ça cause des choses, ça cause des choses. ouais, ouais, mais les miens, c'est pas mieux. Tu sais, regarde, j'en ai 48, je suis bien parti. Non, mais pour dire, voilà, c'est un sujet passionnant et je souhaite à tout à chacun
de s'y plonger, ne serait-ce qu'encore une fois pour le côté romantique, déjà le côté qui apporte, parce que comme tu as très bien dit chez Mike, hein, sur une interview que j'ai vue justement il y a pas longtemps, et c'est aussi grâce à ça que, grâce à lui et grâce à cette vidéo-là que je sais que tu as donc sorti ce dernier ouvrage avec David Gallet, donc, où tu disais justement dans cette interview que eh ben, j'ai perdu le film, mon Dieu, c'est pas grave, ça va me revenir, c'est comme un boomerang. Tu disais que, effectivement, oui, oui, c'est ça, c'est que finalement, des sujets comme Rennes le Château ouvrent aussi les esprits, ouvrent les mentalités. Finalement, quelque part, Béranger, on pourrait dire, si on a compris son message, ou en tout cas, l'un de ses messages, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi hermétiques, si on n'est pas non plus, si on n'a pas la clé de déchiffrage, de décryptage de tous ces symboles, bon, ma foi, c'est pas encore si grave. On peut toujours faire appel à son intuition. Ouais, ouais. L'intuition est quelque chose qui ne s'inscrit pas et on n'apprend pas l'intuition. L'intuition, elle est là. Et je pense que si on fait appel à ça, je pense qu'on peut retracer aussi ce que Béranger a voulu peut-être nous dire. Et donc, C'est amusant ce que tu dis parce qu'il m'est arrivé, parce que, il y a en gros une semaine et demie, j'étais à Rennes-le-Château. J'étais là-bas puisque justement on a fait un cycle de conférences. Euh, J'y étais avec David Gallet, qui est vraiment un ami, un compère. Et nous avons fait des séances de dédicaces, c'était super sympa. Et puis évidemment, on se promenait tous les deux dans l'église, c'est assez rigolo. Et tout d'un coup, j'ai remarqué un truc que je n'avais jamais vu. Et Dieu sait, j'y suis allé à le château. J'y suis allé 3 fois. D'une part, une fois pour me reposer, une deuxième fois pour faire le tournage du livre, et puis là, pendant les vacances, pour les conférences. Et j'étais devant l'église, et tu sais qu'il y a cette fameuse station chemin de croix, la station 14, qui défraie la chronique où, en gros, je résume, alors, moi j'interprète comme ça, et nous sommes nombreux à l'interpréter comme ça, où normalement c'est la bise au tombeau du Christ, mais on s'aperçoit que représente Rennes le château, le fond est couleur nuit, et qu'il y a une grosse tache blanche, donc ça serait la lune, donc, ce qui est pas logique, donc ça voudrait dire que ça serait pas une mise au tombeau, mais ne serait-ce pas une sortie du tombeau. Donc ça, c'est la fameuse station 14. Et tout d'un coup, je vois un détail, hein, parce que tout le monde s'interroge sur la Saint-Antoine de Padoue, dans l'église de Rennes-le-Château, qui est une statue qui est relativement grande, elle est vraiment mise en avant, puisqu'elle est décalée des autres. Je dirais qu'elle est presque gênante s'il y a quelqu'un qui vient à la messe pour voir ce qui va se passer. Euh, et elle est là. Et tout d'un coup, j'ai réalisé. Et ça m'a fait drôle. Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai dit ça à David et on s'est regardé, on a éclaté de rire parce qu'on s'est dit, mais bon Dieu, c'est sûrement ça. Il a mis Saint-Antoine de Padoue juste à côté de la station 14. Est-ce qu'il n'a pas remercié Saint-Antoine de Padoue, parce qu'on sait que c'est le saint que l'on prie quand on a perdu quelque chose, et surtout que l'on reprie parce qu'on a retrouvé quelque chose? Est-ce que Saunière n'aurait pas été jusqu'à oser mettre Saint-Antoine de Padoue proche de la station 14 parce qu'il a compris que, en vérité, c'était une sortie du tombeau et ça va beaucoup plus loin que ça. Ça veut donc dire que s'il y a une sortie du tombeau, c'est-à-dire que le Christ est mort. S'il est mort, c'est qu'il n'y a pas de résurrection et donc le catholicisme s'écroule. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu un vrai flash. Alors peut-être que je suis illuminé, hein, on peut penser ce qu'on veut de moi, mais on s'est regardé et on s'est dit, mais bon Dieu, c'est un peu comme dans une émission qu'il y avait dans le temps quand j'étais petit qui s'appelait Les 5 dernières minutes, où le oui, oui, commissaire à la fin faisait, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Et ben c'était à peu près ça. Eureka. Mais c'est vrai que, de toute façon, si vous avez rigolé, déjà, c'est qu'il y a une partie de vérité. Parce que je pense que, mais c'est vrai, parce que je pense que, comme je le disais, hein, ça doit rester aussi un jeu. Alors un jeu sérieux, c'est vrai, mais ma foi, c'est en s'amusant qu'on découvre même parfois Oui. des choses. Les enfants, l'innocence de l'enfant, lui, il va pas se poser, il n'a pas le mental qui travaille de la même manière que nous. Il y a la spontanéité, et c'est ça qui nous manque aussi en étant adulte, en étant Non. chercheur, avec étiquette ou pas étiquette, voilà, parce que le problème après c'est comme je le dis à chaque fois, mon Dieu, les auditeurs vont me tomber dessus parce qu'il faut savoir qu'ils sont plus de 80% quand même à regarder la chaîne. Mais je m'en fous, je vais quand même leur dire, c'est quand il faut être courageux d'être français en France. Les 20 autres pourcents sont sur la mienne. Oui, ouais. Ouais, il y a des Suisses, il y a quelques Belges, mais voilà, nul n'est prophète en son pays, comme tu le sais. Mais voilà, il est difficile actuellement d'être français en France, surtout quand on évoque des sujets comme Rennes le Château,
ou quel qu'il soit en général, hein. Je ne parle pas que pour Rennes-le-Château, quel qu'il soit en général, dès qu'on touche à l'inconnu, dès qu'on touche au mystérieux, il y a quelque chose qui de toute façon divise. C'est terrible. Alors, attention, on a les mêmes en Belgique, hein, je rassure à chaque fois les auditeurs, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est toujours, il y a toujours un jugement et il faut absolument s'en foutre totalement de ça. Il faut aller vers ce on croit être C'est juste. parce que je pense qu'on on ose bousculer les Oui, institutions. Euh, faut être honnête, hein, il y a 3-4 siècles, je pense qu'on aurait fini sur le bûcher, hein. oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, C'est complètement. clair. Oui. Et que moi j'ai eu des réactions, je veux le dire, hein, j'ai pas de débat, de l'Église catholique, même dans ma vie privée, Mhm. qui ont été relativement violentes. Parce que, alors, notamment quand j'ai, avec David, parce que je suis co-auteur, lui il est auteur, moi le co-auteur du DVD qu'on a fait sur le Da Vinci, ça a été, j'ai eu des réactions violentes de l'Église. En plus, j'habite à côté de Versailles, donc Versailles, c'est quand même un endroit où le catholicisme est prégnant et ça a été compliqué. Moi, j'ai mon fils qui, à l'époque, était petit, euh, qui faisait sa communion, parce que j'ai pas l'air comme ça, mais je m'étais engagé en le baptisant, donc je vais jusqu'au bout de mes engagements avec mon ex-épouse et, et on a donc fait en sorte que notre enfant à la communion, à la sortie de la messe, le prêtre a béni tous les enfants sauf le mien. Et donc j'ai été allé le voir et je me suis un petit peu fâché. C'est pathétique. C'est pathétique. C'est pathétique. Voilà. L'obscurantisme existe encore chez certains. En revanche, j'ai rencontré des prêtres, des extrêmement ouverts et extrêmement intelligents, où nous avons pu discuter des sujets que nous avons eus, où certains disent oui, il y a la légende et il y a l'histoire. Et certains n'hésitent pas à dire, l'Église est bâtie sur aussi une légende et un message. Quoi que l'on trouve, ça n'en changera en rien le message qui est écrit dans les évangiles, qu'il soit canonique ou qu'il soit apocryphe. Le message de Jésus, je ne fais pas de prosélytisme, hein, qu'on soit bien clair, c'est l'amour globalement. C'est aimer son prochain, c'est être respectueux. Voilà, bah, tout est dit. Après qu'on trouve des textes différents ou d'autres, ça changera en ce qui me concerne personnellement. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas un pratiquant. Voilà. Euh, oui, bah, c'est ce message qui est formidable, quoi, celui de quelqu'un qui dit aimez-vous les uns les autres et vivez en paix. Et bah, que se dire de plus? C'est la base. Tout est dit, hein. Et encore plus en 2023, enfin encore plus dans ces années-ci où il y a énormément de choses qui nous tombent sur la tête. Il faut vraiment rester, il faut être aussi courageux de vivre dans cette époque, mais c'est une époque formidable, comme je le dis à chaque Oui, fois, oui, parce qu'elle est paradoxale et parce que justement, oh, est-ce que j'oserais dire, c'est peut-être aussi ça, je crois, que Rennes-le-Château apporte comme message. C'est parce que nous sommes dans une époque justement de révélation, d'apocalypse, certains diraient. oui. Et je Apocalypse. pense que c'est ça aussi qui est fascinant. Parce que quelque part, on est sur les pas de Béranger Saunier. Là, je pense que ce qu'il a dû vivre, lui, comme découverte, multiples découvertes, long, de toute façon, on le sait, en tout cas, on le suppute, c'est que ça l'a complètement effondré. D'ailleurs, il est quand même mort relativement jeune, hein, enfin jeune, pour son époque quand même. 62 ans, Voilà, c'est pas énorme. On pouvait quand même encore vivre plus vieux que ça à cette époque-là. C'est quand même pas non plus complètement le Moyen Âge. Bien que ça, c'est encore une autre, une autre version des faits, hein. Mais 62 ans, voilà, il a été usé à force de garder justement pour lui eh bien, ses secrets et il les a disséminés là, ci et là. Et d'ailleurs, je dois dire que qu'aucun qu'il était, quand on regarde ses photos, les photos de l'époque, il n'y avait pas Instagram, mais je trouve que c'est quelqu'un qui est poseur, qui a un sens de la communication et presque limite commercial au plus haut point, hein. Je trouve que tous les clichés que l'on voit, enfin tous les clichés, il n'y en a pas tellement que ça, en tout cas de ce que moi j'ai pu en voir, sont relativement bien mis en place, je dirais. Voilà. Mm. J'ai même d'ailleurs... Il passe un message dans les photos, et c'est là où on voit l'intelligence. Voilà, c'est là où on voit l'intelligence de l'homme, parce que la photographie, quand même, était encore, bon, elle était connue, hein, mais c'était pas comme elle est maintenant, hein. Donc, il se sert de ça. Et d'ailleurs,
je vais te faire remarquer quelque chose que tu as sûrement déjà remarqué, c'est qu'en général, lui, évidemment, en tant que prêtre, il est habillé en noir, et sa servante Marie d'Ernaud est habillée en blanc. Oui, c'est ça. Et en général, il y a toujours soit un parapluie blanc et un parapluie noir qui apparaît. Si on me dit que c'est pas du dualisme, ça, je vois pas comment on appelle ça. Ça pourrait être le Tao aussi, asiatique. Mais enfin, bon, là, c'est un peu cherché loin. Ouais, mais là, oui, non, enfin, oui, oui et non, ce qui prouve que justement, des grands principes de pensée existent à différents lieux sur Terre. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, dans le message de Sonnière, c'est qu'on voit qu'il est quand même particulier, hein. Il fait passer un message, ce symbolisme du blanc et du noir. Il a un chien blanc, il a un chien noir. Bon, voilà, on peut s'interroger sur cette volonté dualistique, si je puis dire, qu'il met en évidence. Ce qui correspondrait en effet à la fin de son message. C'est ce qui nous met dans son domaine où on voit cette tour de pierre, la tour de verre, la tour visible, la tour invisible, voilà, puis toutes ces choses qui sont présentes dans le domaine qui nous prouvent bien qu'on est sur un monde dualiste. Oui, 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 tout à fait. Quand je parlais de mise en scène, il y en a une qui me vient à l'esprit, je ne l'ai jamais dit sur les sentiers, à quiconque d'ailleurs. Euh, et jamais on en parle, jamais. Alors je sais pas si ça te dit quelque chose, mais voilà, peut-être que tu le découvres ou tu l'as déjà peut-être vu. Hein. Je sais que je serais prétentieux de dire que je vais pas te révéler quelque chose que tu ne connaîtrais pas, mais enfin on ne sait jamais. C'est vrai que c'est sur une des photos de Béranger Saunière et justement Marie Denarnaud, où ils sont justement sur une photo dans son domaine, près de ce cercle. Alors c'est pas une fontaine, je pense. Hein. Euh, Ici, dans le potager, ouais, c'est une c'est la fontaine, fontaine, ça? ouais. Et tu Mm. vois, ils sont placés à 9h30, on va dire ça comme ça. Ou, enfin, Ouais. on dirait il y a un jeu avec le temps aussi. C'est possible, Ils sont c'est pas l'un à possible. côté de l'autre. Donc je dis, voilà, Il était complexe, la 9h30 missionnaire. Il ou était très 6h15, un complexe. des deux. Ouais, ouais, bon. Mais c'est assez Il étonnant. était Je mettrai la complexe. photo pour que les auditeurs comprennent. Mais Volontiers. D'autant qu'à l'origine, la tour Magdala, le premier nom qu'il voulait donner à la tour oui, Magdala, était la tour de l'horloge. bah, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ah, magnifique. Merci beaucoup. Bah écoute, voilà, magnifique. Voilà, comme je crois que rien que ceci, déjà, voilà, donne le ton dans lequel on est en fait en tant que cherchant. Alors moi, je suis pas cherchant du tout, chercheur. Oui, c'est vrai que je me remate des documentaires en boucle parce que j'ai comme parfois l'impression que je vais découvrir quelque chose que le documentaire ne montre pas. Ou en tout cas, tu sais, justement, c'est ce qu'on disait, ce fameux détail, comme tu as vu, toi, avec justement la statue de Saint-Antoine de Padoue, on en découvre tout le temps. Et c'est pour ça aussi que c'était prétentieux de poser la question, est-ce qu'on en a fait le tour? Je sais qu'on n'en a pas fait le tour. Je sais qu'on en fera peut-être même jamais le tour, mais peu importe. Le but n'est pas là, le but n'est pas d'être le découvreur de tout ça. Il y a plusieurs chercheurs, c'est ce que je disais au tout début de l'émission. Certains vont sur telle ou telle facette de l'affaire. Et encore une fois, c'est magnifique. Il faut, je pense, se spécialiser plus dans un domaine que plutôt que de s'éparpiller, parce que s'éparpiller, je crois qu'on peut le faire aisément sur Rennes-le-Château. On s'éparpille Oui, tellement et que oui. justement, on s'écarte peut-être même du droit chemin, si je puis dire ça comme ça. Et je pense qu'il est bon de se spécialiser dans un domaine et déjà de pouvoir démontrer des choses dans un domaine, c'est déjà énorme. Donc voilà. En tout cas, ben, écoute, Jean-Patrick, j'ai envie de dire, on peut tout doucement arriver à la fin de cette émission. C'est ce que je disais. On pourrait s'étaler pendant des heures, des émissions entières que on n'aurait pas fait le tour. Ce n'est pas le but, bien entendu. Le but, c'est de donner, en tout cas, le goût à la recherche, au mystère, au décryptage, à cette découverte, à ce dépassement de soi, hein, finalement, parce que c'est carrément ça. Hein. C'est se dépasser aussi. C'est une épreuve. Rennes au Château, c'est une épreuve. Et je pense que Mhm. elle est là pour nous apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur nous-mêmes. Je pense que c'est aussi ça le message. Et en tout cas, merci à Béranger. On lui dit dans l'au-delà. Finalement,
sinon, sans lui, on ne serait pas là en train de parler de tout ça. Mon Dieu, si dans Exactement, l'au- exactement. si dans l'au-delà les tympans existent, ses oreilles doivent siffler au plus haut point. Je lui souhaite pas quand même. Donc voilà. Mais grand merci Jean-Patrick pour ta présence sur les Sentiers du Rire. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. J'étais vraiment ému et honoré parce que voilà, c'est moi dès qu'on parle de ce sujet-là, et je pense que les auditeurs, bah, si vous avez apprécié justement ce type d'émission, ce type de thématique, il y en aura d'autres. Vous allez en bouffer du Rennes-le-Château parce que moi, en tout cas, ça m'anime beaucoup. Et voilà, on invitera d'autres acteurs, on va dire, de cette affaire parce que voilà, c'est un monde, encore une fois, où on ne peut pas dissocier tel ou tel pan d'histoire. Et, euh, et voilà, je pense que c'est un énorme puzzle où il faut garder beaucoup d'humilité aussi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est énorme Oui, parce oui. que de l'ego dans Rennes-le-Château, il y en a énormément. De l'ego dans d'autres domaines, il y en a énormément. On n'en dira pas plus. Mais voilà, c'est vraiment, il faut se protéger de tout ça et il faut rester, encore une fois, il faut avoir cette innocence, encore une fois, presque d'enfant et de se dire que euh, rien n'était important, mais tout est voilà, tout est à découvrir. Et en tout cas, grand merci à toi, Jean-Patrick, pour tout ton travail. Donc, je rappellerai de toute façon, je mettrai les liens pour se procurer, bien entendu, tes ouvrages. Donc, sur renneschâteau.org, Merci. donc, dont tu es justement le Oui, créateur depuis donc 98. oui, Mon Dieu, ouais, déjà ouais, ouais, un vieux de la vieille dans les sites et qui est encore debout, donc grâce à ça. ouais, ouais. Merci beaucoup aussi, franchement, parce que ça devient rare aussi. Euh, et donc, je ne sais pas, je te laisse le mot de la fin, Jean-Patrick. Oh là, quelle dure Voilà. tâche! Bah, écoute, Alexis, je te remercie. J'ai vraiment apprécié cet échange tel que nous l'avons fait. Et puis, comme tu le disais, j'aime pouvoir échanger sur ce sujet et sur ces sujets parce que l'avantage de Rennes le Château, c'est que ça peut emmener sur plein d'autres sujets tout en essayant de rester concentré. Hein. Quand on arrive sur quelque chose, bah, il faut l'amener jusqu'au bout, puis on avance, et pas partir dans tous les sens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui partent un peu dans tous les sens, mais bon, après, c'est le propre de l'homme. Déjà, quand on aime chercher, c'est bien. Oui, Moi, ce qui m'a énormément impressionné cet été, j'ai un petit gamin qui est venu me voir avec le livre que nous avions fait avec David, et il me dit, est-ce que vous voulez bien me le dédicacer, monsieur Pourtal? Bah, j'ai dit, bien sûr, je dis, c'est pour qui? Il dit, c'est pour moi. J'ai dit, mais tu as quel âge? Il me dit, j'ai 11 ans. Il s'appelle Tom. Et ce petit garçon est passionné de ma chaîne vidéo. Et je t'avoue que ça m'a fait un choc parce qu'après j'ai vu ses parents et ils m'ont dit mais il veut être professeur d'histoire parce que il vous suit et ça le passionne. Alors j'avoue que j'ai été très ému, c'est ballot, mais j'étais très ému ah oui, parce qu'en plus il a son copain Guillaume, c'est son copain Guillaume qui lui dit va voir les vidéos qu'il y a, tu vois, c'est passionnant. Et je t'avoue que ça m'a fait un drôle d'effet parce que j'essaye de toujours être assez précis dans ce que je dis et surtout de faire attention à ce que je dis. oui, Et ça, la présence de ce petit garçon de 11 ans m'a démontré qu'il faut faire toujours attention à ce que l'on dit, oui, être sérieux et pas trop dans le fantasme non. parce que on se rend pas compte de l'impact que l'on peut avoir sur certains. Et donc, bah, si Tom me voit, salut Tom, t'es content de te voir. Et merci Alexis de m'avoir permis peut-être de faire un petit coucou à Tom et à Guillaume. Eh ben, on souhaite à Tom et à Guillaume, en tout cas à Tom, de devenir un éminent professeur d'histoire et en espérant qu'il sorte un peu des sentiers battus, que, comme l'a fait Béranger Saunière, en cherchant sur d'autres pistes, et ne pas faire comme tous ses confrères prochains, à faire du copier-coller. Voilà. Confrère en un seul mot. Oui, bah oui, en un seul mot. Hein. Tom, bouge tes oreilles. On n'a rien entendu. En tout cas, c'est émouvant ton témoignage. Merci beaucoup. Ça donne aussi de l'espoir pour les personnes qui se disent que on a tout dit dans tout domaine, encore une fois. Parce que c'est vrai que Rennes-le-Château, on a beau dire, mais c'est quand même en entretenant ce genre d'émission, je pourrais dire, ou en ce que toi tu fais sur ta chaîne, et en entretenant le sujet, eh bien que le sujet ne sera pas oublié. Parce que, mon Dieu, actuellement, on oublie beaucoup de choses. Les gens sont relativement, ont la mémoire courte parfois pour certains événements. Et je pense que des événements comme ça ferait plaisir à certains qui n'existent plus. Donc, quelque part, combattons, continuons à en parler autour de nous, sous quelque forme que ce soit, et avec surtout un grand cœur, une grande passion. C'est surtout ça. Et ça, c'est la vérité. Et je pense que ben, Tom est allé vers quelqu'un qui est passionné et il l'a ressenti comme ça. En tout cas, voilà, grand merci en tout cas à toi, Jean-Patrick,
pour avoir passé encore une fois du temps avec nous sur cette superbe émission. On souhaite bien sûr à tous les éditeurs de passer une agréable semaine en attendant la toute prochaine émission. Je vais aller boire un petit verre d'eau, après ça va me faire du bien, ou un petit verre de bière, cela dit. Et donc, des gros bisous à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner, surtout de commenter cette émission, de liker aussi sa référence. Mon Dieu, cette chaîne, sans ça, elle ne peut pas continuer à grandir. Et si vous voulez encore d'autres émissions comme ça, si vous pouvez faire des dons, tous les liens sont en description, comme d'habitude. Des gros bisous, à tout bientôt, et bonne semaine. Ciao, ciao. Je tenais à remercier les donateurs, et si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez passer par la cagnotte Litchi ou faire un don ponctuel via PayPal. Vous désirez découvrir des émissions en avant-première et du contenu exclusif, alors cliquez sur le bouton rejoindre et vous accéderez au club des sentiers du réel. Merci, à la semaine prochaine.